Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il constitue pour beaucoup une énigme. Artiste peintre installé en France depuis bientôt 30 ans, il n'est pas seulement l'ami d'artistes et d'écrivains célèbres, il est également et peut-être surtout celui de hauts responsables politiques et d'importants décideurs économiques. On lui envie la richesse de son carnet d'adresses. Lui est fier de ses origines modestes. Il a mis tout cela, dit-il, au service de l'amitié maroco-française. Mehdi El Kotbi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je vous remercie de m'avoir invité. Mehdi El Kotbi, vous êtes président fondateur du cercle d'amitié maroco-français, et puis vous êtes peintre d'un côté, donc, et vous mettez une grande énergie de l'autre côté à développer ce que je vais appeler une activité sociale très importante. Nous reviendrons sur cette activité d'ailleurs avec mon confrère de la vie économique, Fouad Najjar, dans la deuxième partie de cette émission. Néanmoins, vous demandez peut-être si vous pensez que ce sont deux choses complémentaires. En tout cas, est-ce qu'elles sont indissociables? Écoutez, réellement, en priorité, il faut savoir que le peintre, la peinture est dans mon sang, dans mes veines, donc il est indissociable de l'individu. Je ne suis venu vers le cercle d'amitié que parce que je suis peintre. Et donc je suis sensible à ce qui se passe. Et je suis sensible aux autres. Et vous verrez que dans tout l'entretien, il y a un leitmotiv qui reviendra très souvent. L'autre est important pour moi. D'ailleurs, je me rappelle très bien, j'ai fait une émission ici qui était sur cette chose de l'autre, l'échange avec l'autre. Vous parlez d'une carte blanche qui vous était consacrée. Absolument, il y a quelques années déjà. Voilà. Mehdi El Kotbi, qui êtes-vous? Si vous deviez vous présenter en quelques mots à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a aucune idée ni de ce que vous faites, ni de ce que vous peignez, ni de ce que vous présidez, que diriez-vous en quelques mots? Rapidement, je suis d'abord peintre avant tout. Donc je dis que cette peinture m'habite. L'envie de communiquer. C'est pour ça peut-être que j'ai choisi l'écriture dans la peinture. Ce n'est pas du tout une chose qui est arrivée par hasard. L'envie aussi de faire partager quelque chose que j'aime, qui est mon pays, qui est le Maroc. J'aime ce pays, comme beaucoup d'autres, et comme tant d'autres. Et j'ai envie de faire partager cet amour avec d'autres. Et leur dire, voilà le Maroc, voilà ce que c'est. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un lobbyiste? Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire lobbyiste, parce que je ne suis pas rétribué pour le faire. Et je ne suis pas mandaté par quelqu'un. Pour le faire. Pour le faire. Je suis un électron entièrement libre et totalement libre. C'est ce qui fait peut-être ma force et ma faiblesse aussi. Mehdi El Kotbi, je le disais tout à l'heure, vous avez immigré en France il y a 30 ans. Vous avez quitté l'école, vous aviez 13 ans. Vous êtes devenu à 21 ans le plus jeune diplômé des Beaux-Arts de la ville de Toulouse, dans le sud de la France. Nous reviendrons sur Toulouse, puisque c'est l'actualité qui nous amène à vous inviter ce soir. Vous y exposez depuis lundi, après avoir exposé à Paris et ensuite donc à Lyon. Tout ceci dans le cadre de l'année du Maroc en France. Nous y reviendrons. Donc, je vous cite, vous dites « Le Maroc m'a donné la vie, mais la France m'a donné 2 filles et surtout permis de relever la tête ». Alors vous revenez toujours, vous parlez toujours de vos origines modestes dans vos interviews, j'en ai lu quelques-unes ces derniers jours. Moi j'ai envie de vous demander tout simplement pourquoi. Pourquoi vous revenez toujours sur ces origines que vous avez et dont vous êtes fier? Écoutez, je crois d'abord personnellement que ni l'intérêt que les autres portent sur mon travail, ni les amitiés que j'ai pu avoir ou créer ne doivent vraiment m'empêcher, ils doivent me faire oublier d'où je viens. C'est ce qui fait aussi mon socle. C'est très important. Et mon équilibre. Vous m'avez parlé tout à l'heure de choses, vous savez, j'en parle avec émotion aussi. C'est vrai que j'aime profondément la France. La France m'a donné réellement ma dignité d'homme. Là-bas, j'étais respecté en tant qu'être humain, en tant que Mehdi Kotbi. Ici, vous n'y étiez pas? Oh, à l'époque, je pense pas. Le monde a changé. Le Maroc a beaucoup changé, bien entendu. Il a beaucoup évolué, heureusement. Mais il y a quelques années, il fallait avoir un pédigré. Il faut dire les choses comme ils sont. Non, ce que vous dites également de temps en temps, c'est que effectivement, quand on regarde qui vous fréquentez et qui vous voyez, on se dit c'est quelqu'un qui doit être bien né. Donc forcément, à côté, vous mettez en avant cette caractéristique qui vous est propre.
Je voudrais revenir à un petit point qui est très important pour moi. J'ai eu de la chance dans ma vie. Et je ne cesserai jamais de remercier Dieu. J'ai toujours eu ma vie qui était ponctuée de chance et quelqu'un qui m'a tendu la main. Vous m'avez dit tout à l'heure, je me consacre, je fais des activités sociales aussi, je pense à l'autre. Mais je pense à l'autre parce que beaucoup de gens ont pensé à moi, tout simplement. Alors je trouve que c'est normal qu'à mon tour, quand je peux, je trouve qu'il serait inhumain de ne pas pouvoir donner à son tour ce qui m'a été donné par les hommes et par Dieu. Qui a pensé à vous? Qui vous a aidé dans votre vie ici? Oh, il y en a... Ah oui, écoutez, je ne peux pas oublier 2 personnes et je vous remercie de me tendre la perche pour pouvoir les remercier parce que pour moi, la reconnaissance est une chose importante. Je suis reconnaissant à plusieurs personnes, parce qu'ils sont nombreuses, les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main constamment. Mais il y a 2. Il y a d'abord le peintre Herbaoui. Ne me connaissant pas, je suis allé le voir. Alors on dit que c'était du culot, mais je ne pense pas que c'est du culot. C'était simplement l'envie d'aller vers l'autre. Je suis allé voir Herbaoui, et je lui dis, voilà, je suis peintre. Il m'a dit, ah ben il faut que tu m'apportes ce que tu as fait, ou ce que tu fais. Et j'ai travaillé toute la nuit, je lui ai apporté 2 peintures. Et qui m'a fait vendre à 2 de ses collectionneurs. Et puis... 30 dirhams à l'époque. Ah oui, 30 dirhams, je vois que vous êtes très bien renseigné. Mais 30 dirhams qui m'ont permis d'acheter de la peinture et d'acheter des pinceaux. C'est très important. Et ce qui m'a permis vraiment, ce qui m'a ouvert la voie vers la France, c'est de partir vers l'extérieur. Car la France, vous savez, si je suis parti vers la France, c'est parce que c'est la ville qui abritait quand même des grands maîtres comme Picasso et d'autres, non, aussi considérables. Et la deuxième personne que je ne veux pas oublier ce soir, c'est Moulay Hamdi Alaoui, l'ancien ministre d'État, qui je reste éternellement reconnaissant. C'est lui qui m'a pris par la main. Ministre d'État. Ministre d'État. Et qui m'a présenté à Sa Majesté. Et je crois que ce retour, par la grande porte, grâce à Moulay Ahmed, m'a donné cette redevabilité constante à l'égard de mon pays, avec lequel j'étais un peu en rupture. Alors aujourd'hui, est-ce que vous estimez avoir réussi et est-ce que ça a été facile pour vous de relever la tête? Écoutez, je ne le répéterai jamais, je le dirai en arabe, bien sûr, alhamdoulilah, j'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer des gens. Et pour rien au monde, je veux changer ce parcours. Pour rien au monde, je veux que ça soit autre chose. Je suis très heureux de ce qui m'arrive. Parce que je suis passé par des moments difficiles. C'est peut-être la raison pour laquelle je comprends les gens qui vivent dans la difficulté. Mehdi El Kotbi, de colloques en voyage de presse ou de voyage d'affaires d'ailleurs, de dîners en mise en relation particulière, vous êtes un peu sur tous les fronts au nom du cercle d'amitié franco-marocain que vous avez fondé il y a pratiquement 8 ans aujourd'hui. Jusqu'à il y a 2 ans d'ailleurs, sa vice-présidence était assurée par Hubert Védrine, l'actuel ministre français des Affaires étrangères. Alors vous revendiquez le droit de mieux faire se connaître les 2 pays, c'est bien, et en même temps, vos détracteurs, parce que vous en avez, qui n'en a pas, ils voient une espèce de soif de reconnaissance personnelle sur le compte de l'un ou l'autre des pays. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qui n'a pas soif de reconnaissance, d'être reconnu par les siens? Je reconnais, je l'avoue. J'avoue ce soir que j'aime bien être reconnu pour ce que je fais. Et c'est pour ça que j'assume totalement la paternité de tous les projets. Vous savez, je trouve que c'est absolument intéressant d'avoir des détracteurs. Si c'était minable et inintéressant, il n'y aura pas de détracteurs. Heureusement qu'il y a des détracteurs. Je dirais que vous m'avez parlé d'Hubert Védrine, mais il y a d'autres personnalités aussi qui font partie de ce cercle d'amitié. Oui, parlez-nous un peu du cercle. Mais oui, parce que je ne suis pas tout seul dans ce cercle d'amitié. Je me mets en avant. Aujourd'hui, vous m'invitez. Et je vous remercie d'ailleurs. C'est un plaisir. Mais je tiens à vous dire que j'ai d'autres personnes. Hubert Védrine a été un merveilleux vice-président. Vous savez qu'il a été le premier membre du cercle d'amitié. Quand j'ai créé le cercle d'amitié franco-marocain, c'est vers lui que je suis allé. Je lui ai dit, tiens Hubert, on m'a demandé, ce qui était la vérité, et c'est toujours Moulay Hamdi Alaoui, c'était dans la période difficile. Et il me dit, tu connais tant de monde, pourquoi tu n'essayes pas de mettre ces gens-là, de les réunir
pour aider ton pays. Quelle période difficile? Vous parlez de... Je parle de la période de Perrault et autres. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est du passé tout ça. Toute la page a été tournée et admirablement tournée avec le nouveau président de la République et les nouvelles autorités. Donc, et je reviens vers là, et donc Moulay Hamdi Alaoui m'a dit, écoute, toi tu connais ton monde, pourquoi tu n'essayes pas de faire des choses? Je lui ai dit, écoute, on va voir. La première personne que je suis allé voir comme secrétaire, il était secrétaire général de l'Élysée, je lui ai dit, écoute Hubert, voilà ce qu'on me demande. Il m'a dit, je te suis, mais à titre personnel, non pas au titre de mes fonctions. Et je suis allé voir après d'autres personnalités de la droite aussi, parce que pour moi c'est très important cet équilibre entre la droite et la gauche. Alors justement, vous avez vos entrées à l'Élysée, vous avez vos entrées à Matignon, vous avez vos entrées, vous le disiez, au Quai d'Orsay. Vos amitiés balayent l'ensemble de l'échiquier politique français. Le socialiste Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre donc, du gouvernement Mitterrand, vous avez fait décorer chevalier d'art des arts et des lettres. Le gaulliste Alain Juppé, lui, de l'Ordre national du mérite. Moi, j'ai envie de vous poser une question le plus crûment possible. Est-ce que vous roulez pour quelqu'un, auquel cas qui? Pour qui travaille Mehdi El-Kotbi? Alors, je l'avoue, ce soir, je travaille pour le Maroc et pour cette passion qui m'habite. Je ne travaille que par la passion et l'affection. Mais si je n'ai pas d'affection pour quelqu'un, je n'y vais pas. Alors donc, je suis passionné par le Maroc et la France. Est-ce que vous pouvez tout de même concevoir que vous dérangiez? Moi, j'aimerais citer un journaliste américain qui disait de vous, il y a quelques années, qui écrivait un article sur vous et qui disait que vous aviez fait, que vous faisiez plus pour l'image du Maroc que toutes les délégations officielles et tous les offices du tourisme. Alors, c'est flatteur pour vous, bien évidemment, mais ça n'est pas pour les délégations en question, ni même pour les offices du tourisme. Alors écoutez, là, je voudrais essayer d'être très clair. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je crois que les officiels ont un rôle, et un rôle extraordinaire, qu'ils le font avec brillance et avec efficacité. Et puis il y a le rôle de la société civile, ce qu'on appelle la société civile. Les gens de la société civile ont un rôle déterminant à jouer et c'est complémentaire. Alors vous êtes dans cette société civile? Totalement. Puisque ce que je vous disais tout à fait au début, je n'ai pas d'ordre, je n'ai personne qui me dit de faire quoi que ce soit, je le fais par, je dis réellement par, le mot n'est pas tout à fait correct, par flair. Et ce que vous faites, ça s'appelle comment? C'est de la diplomatie citoyenne? Appelons ça comme ça, je trouve que c'est une très belle... la diplomatie, oui, la diplomatie citoyenne, c'est-à-dire qu'on est tous concernés, on est tous sur le même bateau. Le Maroc concerne chaque citoyen. Et vous savez que je ne suis pas... Vous m'avez invité aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a beaucoup de Marocains en France qui font un travail de très grande qualité. En France et ailleurs. En France et ailleurs, bien entendu. Je parle de la France parce que c'est le pays que je connais le plus, parce que j'y habite depuis 30 ans. Mais vous avez des sportifs, vous avez des gens qui sont dans les partis politiques, dans les cabinets ministériels et qui font un travail de très grande qualité. Et ça, je crois qu'il faut aussi le reconnaître. Il n'y a pas que Mehdi El-Kotbi, il y a d'autres. Simplement, moi, je vous fais quelques journalistes qui sont un peu plus gentils à mon égard et qui parlent un peu plus de moi. Pourquoi est-ce qu'ils parlent plus de vous? Excusez-moi, je vais me répéter. Quel est le secret? Est-ce qu'il y a un secret, Mehdi El-Kotbi? Est-ce qu'il y a une recette qu'on peut peut-être appliquer, nous aussi, d'ailleurs? La recette est très simple. Je crois qu'il faut être toujours sincère, inintéressé, désintéressé, pardon, pas inintéressé, désintéressé. Je crois que c'est un secret important. Je vous raconte une anecdote importante. Je ne vais pas vous raconter tout ce que nous avons organisé, vous l'avez cité. Je vous parle d'un dernier projet. Récemment, j'ai eu, c'était le voyage de Tanger. J'étais avec un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle... Vous avez amené une délégation d'hommes d'affaires, de journalistes, et de journalistes à Tanger, oui. Pourquoi j'ai foncé dans ce projet? Parce que j'ai un monsieur qui s'appelle Henri Abixer. Quand je suis allé le voir, je lui ai dit j'ai un problème de transport. Il m'a dit mais il n'y a aucun problème. Tu as besoin de cars, je te donne les bus qu'il faut. Je suis allé voir les hôteliers de Tanger. Je leur ai dit voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai envie. Il m'a dit mais il n'y a aucun problème, on te donne les chambres. Les familles tangéroises ont reçu les gens. Voilà mon secret. C'est-à-dire que je ne fais rien dépenser ni de ma poche, ni de la poche des autres, vous comprenez? C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est par la solidarité. Alors pendant que vous en parlez, comment vous arrivez à financer toutes ces opérations? Comment vous arrivez à les mettre sur pied?
Et puis, est-ce que vous en tirez vous-même des satisfactions financières, peut-être? En tout cas, je vous pose la question. Écoutez, jusqu'à présent, pas encore. Si vous avez tout à l'heure, moi je vous donnerai la recette, mais il faut me donner la recette comment gagner de l'argent. Pour le moment, ce qui me rapporte, ce qui me fait vivre, ça c'est très clair, c'est parce que je suis professeur depuis exactement 25 ans. Voilà, donc vous enseignez, vous peignez... J'enseigne la peinture depuis 25 ans. Et puis en plus de cela, j'ai mes peintures qui marchent. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai des musées qui s'intéressent à moi. Et je crois, si vous voulez, quand vous m'avez parlé, c'est la locomotive du peintre et de l'artiste qui arrive à faire passer les autres messages. On accepte beaucoup plus de choses de la part d'un créateur que de la part de quelqu'un d'autre. Parce qu'on sait qu'il est désintéressé. Donc vous êtes désintéressé? Je suis désintéressé. Je le reconnais. Vous connaissez beaucoup de monde, je ne reviendrai pas sur la qualité de votre carnet d'adresses. Néanmoins, Mehdi El Khatbi, est-ce que vous avez des amis? Oh, c'est un mot très difficile. J'ai quelques amis, heureusement. Il est très difficile de dire réellement. L'amitié se mesure à partir du moment où vous êtes dans la difficulté. Dieu merci, je ne le suis pas. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'année du Maroc en France. Et en attendant, je demanderai à ce que mon confrère, le journaliste associé ce soir de cette émission, nous rejoigne, Fouad Nejjar. Et en attendant qu'il s'installe, peut-être entamer une discussion sur l'année du Maroc en France, dans le cadre duquel, je le disais tout à l'heure, vous avez repris vos pinceaux en quelque sorte, et donc vous exposez, c'est une exposition itinérante. Vous avez commencé au mois de mai à Paris. D'ailleurs, c'est une exposition qui a fait beaucoup parler de vous dans la presse française, et nous sommes, disons-le, c'est pas de la publicité pour le Figaro Magazine, mais 2 pages sortent sur vous demain, et c'est assez important par rapport à cette exposition. Donc vous étiez à Paris, vous avez cette exposition a démarré à Toulouse, c'est un retour aux sources. Toulouse donc en début de semaine, et puis elle ira ensuite à Lyon. Alors cette année du Maroc en France, que nous attendions tous, elle est là. Fouad Nejjar aussi d'ailleurs, je le salue en passant. Bonsoir. Bonsoir. Cette année du Maroc en France, vous la vivez de quelle manière? Et puis d'abord revenir peut-être au démarrage de la préparation de cette année du Maroc en France, avant même que M. Tejdine Badou n'ait été désigné pour assumer le commissariat général de cette année du Maroc en France. Votre nom avait circulé à un moment donné. Je suppose que c'est flatteur pour vous, mais vous n'avez eu aucune fonction officielle dans la préparation de cette année du Maroc en France. Est-ce que vous exprimez des regrets? Alors écoutez, heureusement pour l'année du Maroc, que Mehdi El Khatbi n'a pas été nommé commissaire d'année du Maroc, parce qu'on ne pouvait pas trouver mieux que Tejdine Badou, incontestablement. C'est très gentil pour lui. Mais c'est la réalité. Il a fait un travail de grande qualité, et il faut lui reconnaître. Écoutez, pour revenir, pardonnez-moi, cette année du Maroc, elle se passe admirablement. Il y a eu bien sûr le démarrage peut-être, mais n'oublions pas aussi que c'est vrai, la présence de leur Altesse Royale à Paris, son Altesse Royale le Prince héritier Sidi Mohamed, la Princesse la Mariam, ont donné une ampleur et je dirais un souffle nouveau à cette année du Maroc. C'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'ils ont conquis Paris par leur gentillesse, leur simplicité et aussi par, je dirais, leur solidarité à l'égard des autres. Je voudrais revenir quand même pour un peu essayer de fermer une parenthèse sur quelque chose qui est très important. Je n'ai jamais abandonné les pinceaux. Et les pinceaux ne m'ont jamais abandonné. Car si j'abandonne mes pinceaux, ça veut dire que je m'abandonne moi-même. C'est vrai que souvent le président a pris le dessus un peu sur l'artiste peintre. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Heureusement que le téléphone marche très bien. Fouad Nejjar. À propos de téléphone, je me demande si votre portable ne va pas sonner avec, au bout du fil, le président Chirac maintenant. Ah, écoutez, je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai pas une telle intimité avec lui. Et je tiens à le reconnaître, c'est pas parce qu'il m'a reçu quelques fois. Ça aussi, vous voyez, il y a des amalgames qui sont faits. J'ai des relations, de bonnes relations et d'excellentes relations avec les collaborateurs du président de la République. Ils savent, ils ont confiance et j'ai une crédibilité qui me donne la possibilité de faire aboutir des projets. Mais je n'ai pas des amitiés comme les gens lui prétendent. Comment voulez-vous être l'ami d'un homme aussi important que le président de la République? J'ai une relation avec lui à travers ses collaborateurs. Il y a vous avez une stratégie ou c'est votre nature?
Jusqu'à présent, on vous voit taper sur le dos de Jospin. Ça m'est pas arrivé. Je crois que ça, c'est une erreur. Je crois que sur une photo, j'étais à côté de lui, mais je ne me permettrai jamais de lui taper sur le dos. D'abord parce que je ne suis pas familier. Je suis extrêmement respectueux des gens. Ça, je suis content que vous me donniez cette possibilité de mettre ça. Jamais je ne tape sur le dos de quelqu'un. Ça, c'est un principe chez moi, de respecter les gens et leurs fonctions. Non, je disais ça, c'était une figure. Tout simplement pour vous dire que vous êtes extrêmement intime avec un certain nombre de personnalités. Et il vous arrive, et on l'a vu, dans le cadre d'un certain nombre de manifestations, d'être très proche des grands de ce monde. Comment faites-vous? Et c'est pour ça que je repose la question, est-ce que c'est une stratégie ou alors c'est une... on vous a vu des fois venir en bicyclette à l'Élysée. C'est vrai, je ne roule à Paris qu'en bicyclette depuis maintenant plusieurs années. Et c'est vrai que la garde républicaine m'a assuré que j'étais le premier à rentrer à l'Élysée en vélo. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est mon moyen qui me permet d'être respectueux des autres, c'est-à-dire d'être à l'heure à mes rendez-vous. Non, vous devez admettre que vous bousculez un petit peu toutes les règles de la bienséance en faisant ça. Et vous êtes toujours aussi bien accepté, vous gardez vos amitiés, malgré tout cela? Écoutez, aller rouler en vélo n'a aucunement ne bouleverse ni le respect. D'ailleurs, tout le monde, certains députés maintenant arrivent en vélo à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun peut-être ici au Maroc, mais en France, ça le devient. Je voudrais revenir à l'année du Maroc en France. Vous avez montré un tel enthousiasme tout à l'heure lorsque Mme Sitaï vous a posé la question. L'année du Maroc avait difficilement commencé. Vous le disiez si bien tout à l'heure, ça a bien démarré avec l'arrivée sur la Altesse royale Prince héritier et la Meriem. Mais est-ce que vous sentez, vous, qui habitez en France depuis une trentaine d'années, qui êtes marocain, qui êtes fier de l'être, qui aimez votre pays, qu'il y a eu une certaine inflexion, qu'il y a quelque chose, il y a des retombées actuellement avec cette manifestation de l'année du Maroc en France? Est-ce que vous le sentez au niveau des médias, au niveau des gens, de votre entourage, des responsables, etc. Parce que nous, on le sent d'une manière différente ici au Maroc, mais vous? Écoutez, incontestablement, Madame Sitaïl faisait référence à cet article qui m'est consacré, qui me sera consacré demain sur le Figaro Magazine et sur d'autres journaux. Ça n'a été obtenu aussi que un tout petit peu grâce aussi à l'année du Maroc. Le Temps du Maroc a contribué, non pas simplement au nom de c'est pas Médiocrité, mais d'autres. Ça veut dire on parle beaucoup du Maroc. Et je crois que ce qui est important pour le commun des mortels en France, c'est d'essayer de parler du Maroc. Et il y a un travail aussi diplomatique qui a été fait aussi. Pour refermer ce chapitre de l'année du Maroc, il y a eu quelques petits problèmes et quelques attaques qui ont été faites à l'égard du Maroc. Dites-nous, comment vous l'avez ressenti, vous? Oh, écoutez, réellement, je crois qu'on en fait une grosse tartine au Maroc, mais en France, ça passe inaperçu, même si certains se manifestent dans les télévisions. C'est la curiosité, mais ça ne va pas au-delà. Vous estimez que ça n'a aucune espèce d'importance? Aucune espèce d'importance, et je vais vous dire pour quelle raison, si vous me le permettez. Car le Maroc a réellement pris une voie grâce à la décision prise par Sa Majesté de nommer à la tête du gouvernement M. Yousfi, un homme éminemment respecté en Europe et à l'étranger. Je ne sais pas si au Maroc on se rend compte d'ailleurs de cela, de l'importance et du choc que ça a fait en France et en Europe. C'est absolument extraordinaire. Et puis aussi, ce qui a fait aussi l'actualité la plus immédiate et la plus importante, c'est la décision royale de clore le dossier des disparus, le dossier des droits de l'homme. Ça, c'est important. C'est ça qui va faire évoluer le Maroc. Est-ce que c'est perçu en France, tout cela? Mais bien sûr que c'est perçu. Ces réformes, toutes ces décisions, est-ce qu'elles sont vraiment perçues par notre communauté, puisqu'on va en parler dans quelques instants? Est-ce qu'ils ressentent qu'il y a un changement notable? Écoutez, moi je vois tous mes interlocuteurs, le Maroc est devenu réellement, écoutez, je ne suis pas là pour serrer les pompes à personne, donc je vous dis les choses comme je les sens et comme je les entends. Je ne sais pas si on se rend compte dans mon pays, mais je vois vraiment autour de moi le nombre de personnes qui prennent le Maroc comme référence actuellement. Une référence ou une réussite d'un changement dans la sérénité.
Est-ce que, et pour revenir sur cette perception en fonction et dans le cadre peut-être de l'année du Maroc, qu'il a remise en tout cas dans l'actualité au goût du jour des Français, à qui s'adresse-t-on? À qui s'adresse l'année du Maroc? Est-ce qu'elle s'adresse à des élites de la presse, du monde politique, habitant Paris et dans la périphérie de Paris? Ou est-ce qu'on s'adresse à monsieur et madame tout le monde qui, eux, ne connaissent pas bien le Maroc, ont une mauvaise image du Maroc ou en tout cas s'en font une mauvaise idée? Ben écoutez, je vais vous surprendre. Le Maroc n'est pas simplement à Paris. Il est réellement rayonnant dans toute la France, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu. Il y a des manifestations qui se préparent par exemple à Marseille. Il y a eu des manifestations à Nice. Il y a à Bordeaux. Il y a Toulouse. Il y a Paris. Il y a Strasbourg. Et il y a la ville de Madame Aubry. Donc je crois... Lille, oui. Lille. Donc je crois que ce ton du Maroc était nécessaire. Car il va vers les gens. Vous m'avez dit les élites. Moi, quand je vois par exemple des manifestations, l'autre soir, le matin, je suis allé voir une exposition au Cordelier à Paris, une exposition de grande qualité et de peintres marocains de très 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 grande qualité aussi. Et le soir, ou 2 jours après, il y avait un concert de Gnawa. Donc vous voyez que c'est ouvert, que ça touche un peu tout le monde. Et je crois que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait rendre hommage à Badou. Madame Sitaïd vous a demandé tout à l'heure est-ce qu'on s'adressait à qui? Notre communauté, la communauté marocaine, qui est constituée quand même de plus de 850 000 personnes en France, est-ce qu'elle perçoit cette année du Maroc? Est-ce qu'elle participe? Est-ce qu'il y a une participation de cette communauté? Écoutez, je ne peux parler que pour moi, je ne peux pas me permettre de parler à la place des autres. Je pense que, d'après les échos que j'ai eus, je pense que les Marocains habitant en France sont réellement et pleinement associés à cette année du Maroc. Peut-être pas tous, parce que vous savez, on peut peut-être pas associer les 850 000, mais je crois que tout le monde est associé, je pense, oui. Dans le même ordre d'idée, le dernier salon des Marocains à Paris s'est déroulé, on a assisté à un engouement extraordinaire. Et vous y avez été, est-ce que vous avez assisté à un certain nombre d'activités qui ont été organisées à l'occasion de ce salon? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, c'est une réussite? Est-ce que ça correspond un petit peu à cette image qu'on veut donner du Maroc? Je crois que le constat qui est important par ce salon, et c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'il y a une nécessité de s'intéresser aux Marocains de là-bas, aussi, qui aiment leur pays, qui ont envie encore de tisser des liens avec ce pays qui est le leur, d'être enracinés dans ce pays. Mais à mon avis, il faut aussi ne pas s'intéresser simplement à leur argent. Il faut aussi s'intéresser, les écouter. Ils ont besoin. Moi, écoutez, le SMAP, je trouve que c'est une excellente initiative et je pense qu'il est important. Je veux dire, c'est un signal qui est donné par cette communauté qui a besoin d'avoir un lieu. Un lieu. La maison... Une maison de culture marocaine, par exemple, un lieu où les Marocains peuvent se retrouver. Pourquoi les Tunisiens ont leur maison de culture? Les Israéliens, les Égyptiens. Oui, là, on parle d'un salon. Là, vous parlez d'autre chose. Vous parlez d'une maison de la culture. C'est, à mon avis, autre chose qui peut être une extension. Mais le salon, en tant que manifestation, vous avez l'impression que les Marocains avaient besoin à ce qu'on les écoute, à ce qu'on les prenne en considération leurs attentes, ou alors qu'on ne s'intéressait qu'à leur argent? Écoutez, si je prends, pour revenir à votre question précisément, j'ai entendu des Marocains parler qui me disaient qu'ils ont envie d'être écoutés par des ministres. Les ministres, au lieu de venir inaugurer, ben, ils feraient mieux probablement, d'écouter ces Marocains. Je crois que c'est ça qui est important. Pourquoi vous prenez des gants et vous dites probablement? Ben, vous savez, on n'est jamais sûr, car je ne peux pas me permettre d'abord de... J'habite en France, je suis à l'extérieur. Comment voulez-vous ne pas paraître simplement prétentieux aux donneurs de leçons? Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il relève de la mission des ministres d'écouter les citoyens marocains, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Je suis tout à fait de votre avis, et je crois, à mon avis, que les Marocains, réellement, à ma connaissance, d'après ce que j'ai entendu toujours, n'ont pas senti ce salon de cette façon-là. Et je crois que nos ministres doivent méditer cela. Et ils doivent normalement ne pas aller simplement pour inaugurer, mais aller pour écouter. Et je crois que ces Marocains ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin qu'on améliore
un ensemble de choses. Pardon. Alors, être écouté suppose qu'ils aient des choses à dire. Quelles sont les choses les plus essentielles qui vous paraissent donc les plus importantes par rapport aux besoins exprimés par cette communauté marocaine en France, la première que nous ayons à l'étranger? Il ne s'agit pas uniquement, Fouad Léjard le disait tout à l'heure, de solliciter leur argent, ou leur dire d'envoyer cet argent. Mais aujourd'hui, il y a des attentes, il y a des besoins très spécifiques. Vous avez vécu 30 ans, vous vivez en France depuis 30 ans. Est-ce que vous-même, même si vous n'êtes pas véritablement représentatif de cette communauté marocaine en France, d'ailleurs ça peut être une question, est-ce que vous arrivez à voir quels sont ces besoins, à les exprimer pour eux peut-être? Écoutez, les besoins restent extrêmement terre à terre pour les Marocains. D'abord, ils veulent que quand ils rentrent dans leur pays, qu'ils ne soient pas raquettés. Je crois que c'est absolument important qu'au niveau de la douane, écoutez, tout à l'heure, je prends parce que je suis arrivé ce matin, j'avais une dame à côté de moi. Elle me disait, écoutez, j'amène du thé pour ma mère et donner un peu. Mais il m'a dit, vous savez qu'à la douane, on vient et on me demande qu'est-ce que j'ai, est-ce que... Vous comprenez? Je crois que c'est cela qui est important. Je crois que c'est améliorer leur accueil. Beaucoup de choses ont été faites. Ah oui, mais il faut... ça a beaucoup changé. Mais bien sûr, mais il faut continuer. Mais bien sûr, bah écoutez, moi je suis navré de faire de la mauvaise publicité pour Marrakech. J'étais à Marrakech et j'entendais un policier dire, Wadour Ma'ana. Non, ça ne se fait plus, ça ne se fait plus. Ah bah écoutez, je l'ai vécu. Bon, bref. Au mois de mars dernier. Bon, voilà. Très bien. Revenons un peu, si vous voulez bien, à vous. Parce que là, on parlait beaucoup de... Bien sûr, vous faites partie de cette communauté marocaine vivante à l'étranger, et notamment en France. Vous ne faites pas de politique, à ce que je sache. Pas encore, non. Je ne fais pas de politique. Pourtant, vous avez été sollicité par M. Bayrou pour qu'il vous inscrive sur sa liste. Dernièrement, à l'occasion des... Non, M. Bayrou m'a demandé d'aller le rencontrer. C'est ce que j'ai fait. Des élections européennes. Attendez, il m'a d'abord téléphoné. Ce que j'ai fait, c'est aller le rencontrer parce que c'est un homme éminemment respectable. Il m'a dit, est-ce que vous êtes tout à fait intéressé par figurer sur ma liste? Je lui ai répondu, parce que moi, si vous voulez, c'est pour ça que je ne calcule pas à partir du moment où c'est utile. Alors je lui ai dit, écoutez, si je suis sur une place éligible, je veux bien, mais si c'est pour faire de la figuration, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, vous savez, j'ai 50 personnes qui attendent pour être sur les 10 premiers, sur les places éligibles. Alors je lui ai dit, écoutez, ben, vous cherchez quelqu'un d'autre. La politique, c'est un prolongement de ce que vous faites. Vous ne seriez pas contre à partir du moment où vous pourriez prétendre à un poste qui vous permet d'avancer. Écoutez, je vous assure que je n'ai jamais calculé quoi que ce soit. Les choses arrivent par le hasard. Donc je n'ai aucun plan ni de carrière ni quoi que ce soit. Je suis très heureux comme je suis. Mais on a l'impression. Si par hasard, c'est réellement M. Bayrou avait accepté de me mettre dans les 10 premiers, là immédiatement j'aurais accepté parce que ça m'aurait donné la possibilité de concrétiser le travail que je fais, mais sur une échelle beaucoup plus grande européenne. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire qu'on organise d'ailleurs un colloque, si tout se passe bien, le 21 octobre prochain à Bruxelles, au Parlement européen. Donc vous voyez, ça aurait été le prolongement. Ça, c'est pas fait. Mais justement, vous avez organisé le 1er octobre dernier, à l'occasion de la visite du Premier ministre en France, un grand colloque à l'Assemblée nationale française. Vous venez de le dire, vous avez organisé un colloque, le Maroc-Union européenne. C'est de la politique tout cela. Est-ce que vous n'avez pas des visées? Vous n'avez pas... Je crois que même quand vous ne faites rien, vous faites de la politique. Donc tout le monde est concerné. Est-ce qu'on est concerné, qu'on côtoie les hommes politiques, on est immédiatement... on fait de la politique? Oui, probablement, mais je ne sais pas très bien où... Pour le moment, c'est des choses qui me passionnent. À partir du moment où les choses me passionnent, à partir du moment où je retrouve des interlocuteurs que j'aime réellement et qui me le rendent, j'ai envie de continuer. Oui, mais vous le faites à intervalles réguliers, vous faites tout le temps. Il y a eu les députés français que vous avez fait visiter, vous avez amené au Maroc. Il y a eu le colloque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a encore ce colloque à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une stratégie à long terme concernant... Non, écoutez, je vais vous avouer réellement que je suis extrêmement passionné par l'expérience que nous vivons. Je voudrais que cette expérience soit réussie. Et je voudrais contribuer, comme d'autres le font, à sa réussite en faisant comprendre aux Occidentaux et aux Européens comme il est important de
nous soutenir dans cette expérience. Parler des réformes actuelles. Les réformes actuelles, parce que des choses se font. Moi, je suis, vous savez, vous m'avez dit tout à l'heure, je tiens à préciser, j'ai organisé, vous avez omis de le dire parce qu'on n'est pas remonté dans le temps, j'ai organisé aussi des colloques avec des gens comme M. Drijto, comme M. Qabbaj, M. Abouyoub, qui était de l'autre gouvernement. Donc, je n'ai pas de parti. Je n'ai qu'un seul parti, c'est le Maroc. Qu'est-ce qui vous reste, Mehdi El Kotbi? Bon, on a parlé des différentes choses que vous avez faites, elles sont importantes. Qu'est-ce qui vous reste? Quel projet vous aimeriez mener à bien, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de mener à bien? Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour? Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de deux choses réellement. Mais, comme je disais à quelqu'un, je lui disais, vous savez, quand on a la passion, on arrive. Avec le temps, peut-être que j'arriverai, si je ne suis pas trop vieux. C'est cette maison de culture à Paris, c'est absolument important. C'est un lieu de rencontre pour les Marocains. Et deuxième chose, qui peut aider aussi, et je me mets toujours à la place de ceux qui sont restés là, une maison d'accueil d'artistes, ici, au Maroc, d'artistes étrangers, importants, qui viennent, qui ouvrent une fenêtre à ces artistes marocains, qui ont envie de connaître aussi l'expérience, les expériences qui se font à l'extérieur. Vous savez bien, l'instauration des visas ont beaucoup diminué les voyages et les échanges entre les êtres. Donc il est important aussi, cette maison, voilà deux projets qui me passionneront beaucoup. Une dernière question peut-être? Bien. Vous êtes une personnalité attachante, mais un personnage très controversé. Vous le savez, Madame Sitaï vous posait la question tout à l'heure en vous demandant si vous avez des amis et des ennemis. Vous en avez. Mais ça, c'était une conclusion personnelle. Une question, est-ce que vous permetteriez, vous, à vos filles, plus tard de venir vivre au Maroc? Eh bien, écoutez, j'ai toujours le souci du respect de l'autre. Si mes filles ont envie de venir vivre sur la terre de leurs ancêtres, il n'y a aucun problème pour moi. C'est à elles de décider, ce n'est pas à moi. Vous savez, j'ai un souci primordial qui est celui du respect, le respect de l'autre. Le vélo, tout à l'heure, c'est simplement pour arriver toujours à l'heure à mes rendez-vous, pour ne jamais faire attendre les gens. Et c'est plus pratique. Mehdi El Kotbi, merci d'avoir répondu à nos questions. Ben, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis j'espère que certaines personnes ont pu un tout petit peu, malgré mon manque d'expérience à la télévision, ont pu déchiffrer, comprendre que mon action, le travail que je fais. Merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Fouad Najjar, merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous annonce d'ores et déjà que je recevrai la semaine prochaine Hadi Belhaj, le président récemment réélu de l'association Maroc 2020. Nous parlerons tout naturellement de société civile et de l'émergence de groupes de pression au sein de cette société civile. Merci et excellent week-end sur 2M.